Ça y est, c'est l'été. Les cigales chantent, petits et grands se prélassent, et vous écoutez un podcast. En voilà une excellente idée. Figurez-vous que moi aussi, je profite de l'été pour recharger mes batteries et me reposer. Mais je ne vous ai pas oublié pour autant. Durant tout le mois d'août, je vous propose de découvrir des épisodes d'autres podcasteurs et podcasteuses écolos. Cela vous permettra de faire de belles découvertes, tout du moins, je l'espère. Et pour débuter ce mois d'août collaboratif, je vous propose d'écouter un épisode réalisé par Jean-Philippe Decas pour son podcast « Oser ». J'ai choisi de vous partager cet épisode parce qu'il est consacré à un rapport pionnier et incontournable lorsqu'on s'intéresse à l'écologie, le rapport Meadows. En 1972, Donella et Dennis Meadows publient ce rapport qui, pour la toute première fois, alerte sur les risques d'une croissance économique infinie dans un monde aux ressources limitées. 50 ans après, le rapport Meadows est un ouvrage de référence. C'est dans ce contexte qu'un collectif de chercheurs de l'équipe STEEP à l'INRIA ont travaillé sur le rapport Meadows, afin de s'interroger sur les enseignements que l'on peut tirer de ces travaux aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne rien louper. À très vite. Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Decas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Sophie Vaniche et Pierre-Yves Longaretti, tous les deux chercheurs au sein de l'équipe STEEP à l'INRIA, basée à Grenoble, pour discuter de la sortie d'un nouveau livre qu'ils ont participé à écrire et qui s'intitule World 3 et le rapport Meadows, les limites à la croissance. Nous allons donc évoquer ce fameux rapport sorti en 1972 et surtout essayer de comprendre ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il faut en retenir 50 ans après. Bonne écoute! Bonjour Sophie Vaniche, bonjour Pierre-Yves Longaretti, bienvenue sur Oser. Merci à vous. Merci de l'invitation. Pour démarrer, pour un petit peu introduire le sujet, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter brièvement? Sophie d'abord? Alors, je m'appelle donc Sophie Vaniche, je suis historienne de formation et je travaille en sciences politiques et j'ai rejoint l'équipe STEEP à 50% il y a 3 ans. Et j'ai l'espoir de pouvoir faire bénéficier, disons, le travail d'écologie politique de ce que j'ai pu comprendre de ce qu'était une rupture politique. Voilà. Et que j'ai rencontré l'équipe STEEP sur cette question-là, les imaginaires sociaux et leur rôle dans les ruptures politiques. Génial, merci Sophie. Et toi Pierre-Yves? Alors moi, en fait, à la base, je suis astrophysicien théoricien. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à des problématiques à l'interface société-environnement aux alentours de 2004-2005. Et de fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer Emmanuel Prados, qui a pendant très longtemps été le responsable de l'équipe STEEP et qu'on a fondé ensemble. Et en gros, depuis 2009-2010, c'est 80% à 95% de mon activité. Et en ce moment, je travaille plutôt sur des questions de risques systémiques globaux, alors différents aspects parce qu'il y en a plein. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Alors je le rappelle juste brièvement, l'équipe STEEP, c'est une équipe au sein de l'INRIA à Grenoble qui a écrit en collectif ce livre dont nous allons parler. Et justement, pourquoi en fait avoir écrit ce livre? Alors quand j'ai été accueillie par l'équipe STEEP, on était très proche des 50 ans du rapport Meadows et je ne le connaissais pas. Et en même temps, j'étais un peu surprise de voir cette équipe si enthousiaste de quelque chose qui avait été commandité par le Club de Rome. Et donc, il y avait quelque chose pour moi d'une dissonance cognitive entre l'enthousiasme de l'équipe et le Club de Rome. Et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai été convaincue que j'étais sans doute pas la seule en sciences humaines et sociales à ne pas bien connaître de quoi il s'agissait.
Et donc, je me suis permise de convaincre l'équipe que, certes, peut-être c'était pas indispensable de faire des communications commémoratives dans les colloques, mais qu'il fallait faire quelque chose, puisque à ce moment-là, justement, Pierre-Yves était en train de diriger une thèse sur le modèle World Free et les éventuels usages qu'on pourrait en faire aujourd'hui, en tout cas de comprendre comment fonctionnait le modèle sur le plan, je dirais, de la dynamique des systèmes, et qu'il y avait donc quelque chose là d'important. Par ailleurs, comme je suis 50% dans l'équipe de l'INRIA et 50% dans l'équipe Pacte à Grenoble, c'était aussi une manière de mettre en œuvre une relation entre les SHS de Pacte dans l'équipe environnement, je suis aussi dans l'équipe environnement, et cette équipe STIP de l'INRIA. Et donc l'ensemble du questionnaire a été élaboré dans une interrelation, et cette chose-là a été faite par moi et par un étudiant en thèse de Pierre-Yves également, qui s'appelle Louis Delannoy et qui est actuellement à Stockholm. Donc il y a quelque chose qui a vraiment été mis en œuvre avec l'enthousiasme des doctorants et de Louis en particulier, mon affirmation que c'était nécessaire et pas simplement commémoratif, et aussi dans le désir de faire valoir quelque chose qui n'est pas actuellement si présent que ça, c'est-à-dire une capacité à penser réellement l'interdisciplinarité. Donc il y a quelque chose de spéculaire, puisque Donella Meadows, elle est quand même sociologue. Et il se trouve qu'on lui confie le rapport, on va y venir tout à l'heure en termes de rédaction. Et donc il y a bien quelque chose là qui a été à la fois la puissance de cette interdisciplinarité en lien avec la dynamique des systèmes, et une pensée qui, moi, m'intéresse, parce que c'est une pensée, justement, je dirais, dans un autre vocabulaire qui est le mien, qui est celui d'une certaine épistémologie des années 60 et 70, de totalisation partielle ou complète, mais en tout cas de tentative d'avoir une perception globale de la situation Terre et pas parcellaire. Alors Sophie, je me permets juste de revenir sur un point que tu as évoqué, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas le Club de Rome et même l'origine du rapport Meadows, ou ce que c'est que la dynamique des systèmes. Alors on va rentrer dedans un petit peu après dans la discussion. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Club de Rome et en quoi, toi, ça t'a interloqué que des chercheurs chez STIP s'intéressent à un rapport qui était commandité par ce Club de Rome? Alors, le Club de Rome, c'est un club qui est très proche de l'OCDE, qui est donc, c'est un club des années 60, 70, dans une logique technocratique, c'est-à-dire où les objectifs du Club de Rome, c'est pas de convaincre démocratiquement les individus des démocraties de leur vue, mais de convaincre ce qu'on appelle les décideurs dans cette logique technocratique. Et ça me paraissait assez contradictoire avec la logique démocratique de ce type. Et de ce point de vue-là, je pense que l'analyse de la production, de la diffusion et de la réception de ce rapport nous offre effectivement beaucoup d'outils pour comprendre et s'ajuster entre nos imaginaires de ce qu'est la technocratie, nos imaginaires de ce qu'est la démocratie, et la possibilité de faire avancer un certain nombre de faits en ce qui concerne les nécessités de l'écologie actuelle. Voilà. Alors je vous propose peut-être de rentrer directement dans le vif du sujet, parce que je pense que ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le rapport Meadows s'interrogent beaucoup et sont peut-être impatients d'en savoir plus. Peut-être Pierre-Yves, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus déjà sur ce que c'est qu'en fait le rapport Meadows, tout simplement? Oui, alors je vais du coup rebondir sur ce que vient de dire Sophie. Déjà, le Club de Rome, comme toute organisation, elle a évolué au cours du temps. Et ses fondateurs avaient, à mon sens, ça peut se discuter, à la fois effectivement une vision technocratique, mais aussi une vision humaniste des problèmes de développement humain tels qu'ils se posaient dans les années 60-70. Et ils ont commandé ce rapport dans cette perspective-là. Après,
je pense que le contenu du rapport n'était pas tout à fait aligné avec leurs attentes. Du coup, il y a comme une différence entre les intentions du rapport et les intentions du Club de Rome. D'ailleurs, ça a été le premier rapport au Club de Rome, et les suivants étaient dans des lignes différentes. Il y en a eu assez peu finalement dans la même lignée. Donc c'est pour ça que c'est un objet un peu unique. Après, ce rapport, en fait, c'est un compte-rendu assez détaillé du résultat d'une modélisation. Et c'est un compte-rendu qui n'est pas fait pour s'adresser aux modélisateurs, mais pour s'adresser au grand public. Il y a aussi un compte-rendu énorme, beaucoup plus gros, technique, que quasiment personne n'a lu, mais qui explique beaucoup plus dans le détail ce qu'est le modèle qu'ils ont développé, mais le rapport pour le grand public l'explique en termes, disons, on va dire communs, mais quand même avec une certaine exigence de rigueur intellectuelle. Alors, le modèle lui-même, donc le rapport parle du modèle. Et le rapport est écrit pour expliquer le modèle, pour expliquer pourquoi, à quoi sert ce modèle et quels sont les messages qu'on en tire. Et finalement, les objectifs du rapport, c'est à la fois l'explication du modèle et surtout faire passer des messages à ce sujet. Donc ce modèle, c'est un modèle global, non spatialisé, c'est-à-dire il prend la totalité du système Terre et de l'humanité de façon non spatialisée. Les Russes, les Américains, les Chinois, les Africains, c'est tout dans le même paquet. Donc il est très ce qu'on appelle agrégé de ce point de vue-là. C'est un rapport qui vise à regarder les conséquences d'une dynamique de croissance matérielle à l'échelon d'un siècle ou deux, jusqu'à la fin du XXIe siècle. Ce n'est pas un rapport qui a une visée quantitative précise, c'est un rapport qui, au contraire, pose des questions qualitatives et cherche à donner des réponses. Donc le niveau de complexité de modélisation qui est adopté dedans est complètement lié avec les objectifs. Et puis finalement, les messages essentiels de ce rapport, c'est des messages sur le fait que si on ne fait rien, on va vers des dynamiques de déclin, voire d'effondrement, qui arriveront à un moment donné au cours du XXIe siècle. Et ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est des mesures assez drastiques sur un certain nombre de points, on y reviendra sûrement après. Et puis surtout, je pense que le rapport, ça c'est le message d'ordre zéro, superficiel, il y a un message un petit peu plus profond, qui est que faire quelque chose, ça signifie quand même changer de façon assez radicale nos structures économiques, décisionnelles, institutionnelles. Parce que la cause profonde des évolutions, c'est pas simplement des petits problèmes sectoriels à la marge, mais c'est vraiment des logiques d'ensemble. Et si on ne change pas ces logiques d'ensemble, c'est impossible de changer quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est le message vraiment le plus important. Il y a deux termes que vous avez tous les deux utilisés sur lesquels j'aimerais juste qu'on revienne pour expliciter un petit peu ce que c'est. Déjà, un, c'est la dynamique des systèmes, et l'autre, c'est un modèle ou la modélisation. Peut-être juste définir brièvement ce que c'est pour qu'on comprenne bien. Alors, la dynamique des systèmes, c'est à la fois un mode de pensée et une méthode technique de modélisation. Le mode de pensée, c'est un mode qui considère que les choses sont systèmes. Que ce qui compte dans l'évolution, alors en l'occurrence, comme j'ai dit, c'est l'évolution du système Terre en quelque sorte, mais évidemment tout n'est pas pris en compte dedans, ils ont fait des choix. Mais ils ont représenté 5 grandes variables qui sont la population, la production agricole, la production industrielle, les ressources non renouvelables et la pollution. Voilà. Bon, Okay. Donc ces trucs-là, on peut en faire pour chacun des modèles très très détaillés, sans fin même. C'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était de montrer comment ça interagit. Donc la dynamique des systèmes en tant que mode de pensée, c'est précisément ça. C'est quand on regarde les choses, le comportement émergent global, c'est pas la somme des comportements de chaque partie en soi. L'essentiel est dans les interactions. Ça, c'est le premier point en termes de mode de pensée. Alors, il découle de ça une technique de modélisation qui consiste à déjà ne pas aller plus loin que nécessaire en termes de finesse de description, et ça dépend des questions posées, et d'être par contre fin sur les interactions.
essayer d'être le plus fin possible sur les interactions, parce que, in fine, c'est ça qui contrôle la dynamique. Alors, c'est pas des idées sorties du chapeau. La plupart des gens qui font de la dynamique des systèmes, souvent sur des problèmes écologiques plus restreints, typiquement des gens qui font de la dynamique de population, ça se voit, je dirais, comme le nez au milieu de la figure, qu'il faut prendre en compte les interactions, autrement qu'on a un pouvoir explicatif extrêmement faible et un pouvoir descriptif tout aussi faible. Donc ça, c'est en très grande ligne pour la dynamique des systèmes. C'était quoi l'autre question ? Sur la modélisation, donc Oui, bien sûr, oui. Alors, la différence entre théorie et modèle, en sciences dures en particulier, mais c'est vrai aussi en sciences sociales à une autre échelle, une théorie, c'est quelque chose qui part de principes premiers qui ont été fermement établis et qui regarde dans des contextes particuliers ce qui se passe. Exemple bien connu, je pense, j'espère, la théorie de la gravité newtonienne d'un côté, et puis ce qui se passe dans le système solaire de l'autre, avec les planètes, les satellites, et où on peut expliquer tout un tas de choses sur la base de la théorie de la gravité de Newton, qui est quelque chose d'extrêmement compact et d'extrêmement simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu de modèle là-dedans, c'est-à-dire à partir du moment où on fait un peu de modèle, c'est-à-dire qu'on néglige des choses et on en garde d'autres, mais ça reste du modèle théorique en quelque sorte, dans la mesure où on peut justifier pourquoi on néglige certaines choses. Quand on n'a pas de théorie, c'est-à-dire quand on n'a pas ou peu de théorie, ou de la théorie fragmentaire, ou de la théorie non quantitative, et puis il existe des modèles qui ne sont pas des modèles quantitatifs. Il y a des modèles, on a tous des modèles mentaux plus ou moins explicites, semi-formalisés. Il y a aussi en sciences sociales tout un tas de modèles qui sont des modèles purement qualitatifs. Là, on parle d'un modèle quantitatif mathématisé. Donc quand on parle de ce type de modèle, ça veut dire que quelque part on connaît partiellement les lois premières, et partiellement, ou plus que partiellement, on ne les connaît pas. Donc on fait un certain nombre d'approches plus empiriques pour modéliser, mais néanmoins ça reste quantitatif. Ensuite, il y a une différence entre modèle prédictif et modèle projectif. Un modèle prédictif, c'est quand même quelque chose qui est capable, précisément à partir de principes premiers bien connus, de fournir des prédictions sur l'évolution future du système ou sur un certain nombre de caractéristiques du système. Un modèle projectif, c'est quelque chose où une partie des choses a été modélisée, ce qu'on pouvait modéliser de façon raisonnable, une partie n'a pas été modélisée, en général ce qu'on ne peut pas modéliser de façon raisonnable, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait rien dessus, ça veut juste dire que ça ne rentre pas dans le cadre d'un modèle mathématisé, et ce qui n'est pas modélisé est scénarisé, c'est-à-dire on fait un certain nombre d'hypothèses, si on se met dans tel cadre, il va se produire quel type de conséquences. Donc le modèle World 3, il s'appelle World 3, Monde 3 en français, parce qu'il y a eu un World 1 et un World 2 qui ont été faits par le père de la dynamique des systèmes et qui étaient vraiment des ébauches. Alors le premier, c'était tellement ébauché qu'il n'existe pas. Le World 2 existe dans un bouquin qu'a écrit le père en question qui s'appelle Jay Forrester. Et World 3, c'est une version beaucoup plus sophistiquée de ça et qui fait l'objet de ce rapport. Ok, c'est très clair. Sophie, vas-y. Oui, je voudrais rajouter une chose qui me paraît extrêmement importante pour nous aujourd'hui. C'est qu'il y a une théorie implicite ou un modèle implicite de la temporalité dans la manière dont fonctionne le modèle, et que cette conception de la temporalité, elle est articulée à la fois à l'idée de progrès et d'humanisme, pour reprendre les termes de Pierre-Yves tout à l'heure, mais aussi dans l'idée que ce n'est pas linéaire. Et ça a à voir avec effectivement les interactions et les boucles de rétroaction, et la possibilité de penser le temps comme un système qui fait des boucles avec des encastrements et avec des situations de non-retour. C'est-à-dire où ce qui a été fait à un temps T aura des conséquences, quoi qu'on fasse si on n'a pas pris les mesures au temps T dans le futur. Et donc c'est une conception du temps qui est l'envers quasiment de celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est à la fois urgentiste, présentiste, extrêmement limitée, avec très peu de relations avec le passé, très peu de relations avec un futur imaginable. Et en particulier un futur imaginable en tant qu'on pourrait reprendre les rênes comme acteur de la situation Terre. Et donc là, on est vraiment dans une conception du temps qui est beaucoup plus dialectique, ce qui a disparu aujourd'hui,
et avec la possibilité du coup de se penser comme un acteur historique. Et je crois que c'est un point très important de ce type de modélisation qui, justement, ont l'ambition d'avoir une vision à la fois rétrospective et projective, et pas simplement une analyse en situation T pour pouvoir dire ça bouge comme ci, comme ça, etc. Où on a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans une volonté de précision telle que ce n'est pas du tout instructif, parce qu'il n'y a plus ce que Pierre-Yves appelle de la stylisation, et que sans stylisation, il n'y a pas la possibilité de se décoller du réel. Et qu'aujourd'hui, on est à la fois présentiste et collé, comme on dit, on a le nez sur le guidon, et ça empêche de pouvoir penser et de pouvoir justement se projeter comme acteur. Donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment une conception non contemporaine, au sens de la société actuelle ne le pense pas comme ça, du temps et du progrès. C'est-à-dire, il y a une conception du progrès en tant que c'est leur préoccupation. Comment l'humanité peut vivre bien, voire mieux, et qu'est-ce qu'elle doit faire pour ça. Et en l'occurrence, ils arrivent à la conclusion qu'il faut se stabiliser et ne pas faire confiance aux technologies pour réparer ce qui est réparable. Et là, c'est effectivement une conception du progrès humaniste et pas du progrès technologique. Et il me semble que là, il y a vraiment un point extrêmement intéressant dans cette modélisation-là. Alors justement, on l'a un petit peu abordé par différentes bribes, mais est-ce qu'on peut rappeler un petit peu dans quel contexte déjà a été écrit ce rapport? Par qui? On a mentionné Donella Meadows, mais il y a d'autres auteurs. On a mentionné aussi le Club de Rome, mais pas forcément quels étaient les objectifs de ce dernier, et quels étaient les buts poursuivis par les auteurs du rapport, qui ne sont pas forcément les mêmes, comme on l'a dit assez rapidement. Et puis après, on reviendra un peu sur une synthèse des conclusions de celui-ci. Alors, le contexte en question, c'est un contexte quand même où il y a une préoccupation sur les enjeux environnementaux depuis l'après-guerre. On ne peut pas dire que c'est une question complètement neuve, mais par contre, c'est une question neuve pour justement ce milieu technocratique qu'on a évoqué avec le Club de Rome, qui avait une confiance dans un progrès qui reposait uniquement sur la technologie et qui, à un moment donné, du fait de lecture, du fait d'une certaine ambiance, fait quand même un tournant à 180 degrés en disant il faut un suspens. Ce que les philosophes appellent une époquée, quelque chose qui permet d'interrompre et qui ressemble aussi au temps de Walter Benjamin qui dit que quand le train est lancé à grande vitesse, l'acte révolutionnaire, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour arrêter le train. Et donc, je dirais que dans une certaine mesure, PCI, qui est quand même quelqu'un qui appartient à la grande industrie, Fiat, le fondateur du Club de Rome. Voilà, le fondateur du Club de Rome, quand il prend la décision de faire ce type d'enquête arc-boutée à cette logique de la dynamique des systèmes, c'est vraiment une manière de tirer la sonnette d'alarme, sans doute parce que lui-même est alarmé et qu'il est encore humaniste. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous ceux qui l'entourent au Club de Rome, ni de ceux qui vont critiquer le rapport. Et donc, il me semble que là, il y a quelque chose à entendre d'une rupture au sein des mondes technocratiques. Et pas une rupture en tant que ça ne serait pas connu avant, qu'il y a des soucis avec l'écologie. Et il y a une rupture qui aussi se fait dans un contexte qui était un contexte de guerre froide, où il s'agissait de savoir qui disposerait des matières premières, qui disposerait des technologies en premier, la course qui se faisait entre les deux blocs. Et dans une certaine mesure, là, on est dans une logique plus globale, terrienne. Et donc, il y a toujours cet enjeu, évidemment, de guerre froide, mais il y a quelque chose à mettre en suspens de la guerre froide pour pouvoir être dans une logique globale. Donc il y a quand même toute une série de choses qui sont très surprenantes et qui font justement de ce moment précis du Club de Rome un moment qui suppose d'être analysé pour ne pas tomber dans le piège, mais le Club de Rome, c'est des affreux technocrates qui n'ont pas grand-chose à faire de l'avenir de l'humanité, etc. Non, à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui fait époquer. Et je trouve que c'est là que c'est très intéressant. Oui, après, plus précisément dans le contexte, c'est aussi un moment où
un certain nombre de sonnettes d'alarme commencent à être tirées de façon plus visible. Il y en a eu une sur les conséquences des pesticides, un bouquin très célèbre de Rachel Carson qui s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux, sur les dégâts du DDT, sur la biodiversité dans les champs, etc. Il y avait un problème, donc ça c'était un problème sur la pollution. On se posait un petit peu des questions de ressources. Dans une dizaine d'années avant, il y avait eu ce géologue qui est devenu très célèbre depuis, Hubbert, qui avait prédit le pic de pétrole de la production américaine, et en fait ça a été vrai, jusqu'au petit rebond des pétroles de schiste, mais le déclin de la production pétrolière américaine est arrivé exactement où il avait dit en des années 70, donc on se posait aussi un peu de questions de ressources, pas de façon aussi aiguë maintenant, mais on se posait ça. C'était le moment du maximum de croissance de la population en termes de vitesse, et il y avait eu peu de temps avant un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait La bombe P pour population, etc., etc. Donc il y avait ce contexte-là. Il y avait aussi un problème indépendamment des trucs absolument évidents de tension Est-Ouest, mais aussi de décalage Nord-Sud, qui commençait à devenir évident. Petschey, par exemple, était très très conscient du fait que le Nord avançait, que le gap augmentait entre le Nord et le Sud, et pour lui, ce n'était pas une situation tenable. Donc, et on était quand même dans un contexte propice. Et puis, je suis d'accord avec Sophie, c'était pas simplement un technocrate. Je pense qu'il serait assez effaré de voir ce que sont devenus les technocrates de nos jours par rapport aux idéaux qu'il avait. Le rapport lui-même, il a un pied dans chaque dimension. Il a un pied dans la dimension technologique, un pied dans la dimension environnementale. Et encore un coup, le truc, c'est que l'un sans l'autre, ça marche pas. Et l'un avec l'autre, dans une logique de croissance matérielle sans fin, ça marche pas non plus. Et donc et pourquoi ? À cause du fait qu'effectivement la causalité, elle est dans la structure des interactions. Et je pense que ça, c'était je sais plus si c'était ça la question, mais en tout cas, ça, c'est un des points essentiels qu'il voulait souligner. Sans changer la structure des interactions, on n'arrivera pas à grand-chose. Et on est obligé d'agir sur tous les fronts pour stabiliser la situation. C'est effectivement, on va revenir sur les buts et après la synthèse des grandes conclusions, parce que c'est vrai qu'on synthétise, quand on synthétise en une phrase le rapport Meadows, généralement on dit il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini qui est possible. Oui. En tout cas, c'est ce qui est souvent repris par des personnes qui en parlent. Mais juste peut-être un point sur qui sont ces auteurs en fait. Ah oui, les auteurs. Alors, j'ai brièvement parlé de Jay Forrester tout à l'heure. Donc, c'était quelqu'un qui travaille au MIT, qui vient d'autres disciplines. En fait, à l'époque, il venait de ce qu'on appellerait l'électronique maintenant. Ça s'appelait peut-être comme ça à l'époque, j'en sais rien. Et il avait inventé la dynamique des systèmes précisément pour comprendre la façon dont différents composants pouvaient fonctionner entre eux. Mais comme c'était un malin, il a bien compris que ça s'appliquait à plein de choses. Il l'a appliqué à des problèmes d'économie de l'entreprise, etc., etc. C'est pour ça que je disais que c'est aussi un mode de pensée. La technique, elle est adaptable à plein de choses, mais le mode de pensée, il est très fructueux et effectivement, il peut s'appliquer à plein de choses. Il a aussi ses points aveugles, comme d'habitude, mais voilà. Alors donc, à la base, il y a Jay Forrester. Et il y a donc des étudiants autour de Jay Forrester. Un de ses premiers étudiants dans ce contexte-là, ça a été Dennis Meadows. Et autant que je sache, Donella Meadows était étudiante ensuite de Dennis Meadows, ou peut-être de Jay Forrester, mais je pense de Dennis Meadows. Et ils venaient, eux, d'horizons assez différents. Sophie a rappelé tout à l'heure qu'elle était sociologue, lui était plus ingénieur, ou physicien, ou en tout cas de sciences dures. Donc ça, c'est deux des auteurs principaux et aussi deux des managers principaux du groupe qui a créé Wall3. Il y a un troisième larron qui s'appelle Randers, qui est le Randers qui a produit très récemment un modèle qui s'appelle Earth 4, dont on a pas mal parlé l'année dernière ou les 2 dernières années, je ne sais pas exactement, et qui est un modèle dont le mode de pensée est typique du mode de pensée de Wall3, mais qui se focalise sur d'autres questions. Bon, c'est pas grave. Et ces gens-là ont réuni... il y avait aussi Behrens qui était dans le coup. Ces gens-là ont réuni autour d'eux une équipe d'une quinzaine de personnes. En tout, ils étaient une quinzaine.
Et ce qui est d'un petit peu étonnant, alors c'est qu'ils ont eu des moyens de fou. Maintenant, pour avoir des moyens pareils, il faut vraiment dépenser beaucoup de temps pour aller les recueillir. Mais là, le club de Rome finançait, donc ils n'ont pas eu à se poser la question. Ils ont réussi à faire ce modèle, qui est, je dirais, de complexité intermédiaire, en 2 ans. Je pense que si on demandait à quelqu'un maintenant en combien de temps il faut pour faire un modèle comme ça, c'est pas la réponse qu'on aurait. Ce serait plutôt 5-6 ans, compte tenu des difficultés à réunir les gens, du temps qu'il faut pour avoir les fonds, etc. etc. 200, c'est quand même hyper court. Alors après, évidemment, c'était tous des gens assez brillants. Ils ont fait les choses par étapes. Ils ont commencé par faire des modèles qui ne sont pas dans World 3, mais qui ont alimenté World 3. Donc il y a eu une première couche qui n'était pas World 3, qui était des sous-modèles. Et puis la couche World 3, où il y a aussi des sous-modèles, mais qui parlent entre eux et qui sont sur les 5 secteurs dont j'ai parlé après. Et donc cette équipe s'est répartie sur les différents sous-modèles, mais aussi sur leurs interactions. Par exemple, Donald Meadows a été responsable du modèle de démographie, qui est un des modèles les plus fins, un des sous-modèles les plus fins dans World 3. Parce que tu peux rappeler peut-être les 5 sous-modèles, les 5 variables. Donc il y en a un sur la population. Donc quand je parle du modèle de démographie, c'est pour la population. Il y a celui de la production industrielle, de la production agricole, des ressources non renouvelables et de la pollution. Et le plus simple de tout ça, c'est la pollution. Le plus complexe des sous-modèles, c'est le modèle de démographie. Et évidemment, les interactions à l'intérieur de chaque secteur et entre secteurs sont nombreuses. Et justement, ces sous-modèles, si on les rapporte à une épistémologie de sciences humaines et sociales, c'est des totalisations partielles. Et donc ensuite, chaque totalisation partielle est mise en interaction pour fabriquer une totalisation mouvante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est mouvant, mais global. D'accord, ok. Et donc il y a vraiment là quelque chose qui vient croiser l'épistémologie de la critique de la raison dialectique d'une manière... pour moi, assez hallucinant, puisque je ne connaissais pas avant que j'avais étudié le modèle de la critique de la raison dialectique auparavant. Il y a un double mouvement dans la conception du modèle. Il y a un mouvement qui va de la globalité vers les secteurs, et ensuite qui remonte des secteurs vers la globalité. Voilà. Autrement, on n'arrive pas à faire un modèle global systémique comme ça qui soit aussi robuste. Et justement, à quel point, en fait, ce genre de modèle... peut-être considéré comme robuste, en fait. Je pense que c'est assez difficile à appréhender pour des gens qui ne sont pas familiers avec ce genre de modélisation, ou même on a du mal à se dire qu'on va pouvoir modéliser en fait quasiment tout le système Terre à partir de 5 sous-modèles, même si les variables sont très intéressantes. Alors, on modélise évidemment pas tout le système Terre. Il est robuste d'une part parce que précisément, il ne vise pas à être universel à quelque niveau de détail que ce soit sur toutes les questions possibles. Ça, c'est impossible. Un modèle comme ça, c'est la Terre elle-même et on n'en apprend rien. Donc, il y a à la fois une technique, mais aussi une intelligence de conception du modèle. Et ça, ce qui dépend énormément du modélisateur. La robustesse finale vient de l'intelligence de conception du modèle. Et ça, y a des gens doués, il y en a qui sont moins. Oui, mais je voudrais ajouter que ce n'est pas une conception qui repose uniquement sur les enjeux mathématiques. C'est aussi Absolument. Parce qu'il y a une conception du côté des sciences sociales extrêmement puissantes, avec une théorie puissante derrière, qu'il y a la possibilité de se poser des questions qui puissent circuler entre de la théorie sciences humaines et sociales à la possibilité de le mathématiser. Et que de ce point de vue-là, aujourd'hui, s'il y a une si grande difficulté à faire se relier les sciences humaines et sociales et, ce genre de travail informatique, et pas simplement informatique, mathématique, c'est parce qu'on est dans une fragmentation infinie des questions du côté des sciences humaines et sociales, la fameuse histoire en miettes. Et donc, du fait qu'on a des fragments et des miettes, et pas de théorie globale dans laquelle avec laquelle on pourrait travailler ou sur laquelle on pourrait s'appuyer, alors on n'arrive rien à agréger, justement.
Et je trouve que de ce point de vue-là, on a quelque chose d'exemplaire à se retourner vers cette séquence, parce qu'il n'y a pas besoin qu'une théorie sociale soit complètement vraie pour avoir une efficacité dans la possibilité ensuite de produire ce type de modélisation. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne peut pas reproduire le réel à l'échelle 1 parce que ça n'a aucun sens. C'est même quelque chose qui a été critiqué par un grand écrivain qui est Borges, qui décrit des géographes qui voulaient faire une carte si parfaite, si précise, qu'ils passent un temps infini à faire cette carte à l'échelle 1 et que quand elle est finie, l'Empire s'est écroulé. Donc on est un peu aujourd'hui du côté des SHS dans ce problème, c'est-à-dire qu'on est capable de décrire les choses avec énormément de finesse et de subtilité, mais pas du tout de tirer la sonnette d'alarme globale, ni même locale. Est-ce qu'on peut peut-être prendre un exemple pour comprendre un petit peu plus précisément comment est-ce qu'on fait ce genre de modèle? Je ne sais pas si tu disais le sous-modèle le plus simple, c'est la pollution. Mais du coup, comment est-ce qu'on définit les relations de causalité, les interactions entre ces différentes variables? Oui, alors, dans le cas de Wall3, ce qui les intéresse, c'est la capacité de charge de la planète. C'est-à-dire, combien de personnes la planète permet de nourrir. Donc, la pollution qui les intéresse, en priorité, ça va être celle qui a un impact, d'un côté, sur la production agricole. C'est-à-dire que si les sols sont trop pollués, ça finit par avoir un impact. Mais aussi, si les sols sont trop exploités, c'est pas une forme de pollution, c'est une forme de dégradation. On peut mettre ça dans le même paquet. Si les sols sont trop dégradés, ils perdent en productivité. Puis il y a aussi un effet de la pollution sur la durée de vie, sur l'espérance de vie. Mais du coup, ils ne cherchent pas à modéliser des polluants de nos jours. Il y en a des milliers. On ne sait même pas les effets qu'ils ont. Ils ne se posent pas cette question-là. Ils ont un polluant stylisé, et comme ils ne se posent pas une question quantitative, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on va perdre 5 ans ou 10 ans d'espérance de vie, mais plutôt à quelle échelle de temps ma capacité productive devient inférieure à la population, et à quelle échelle de temps, quand je suis en dépassement par rapport à la capacité productive, je vais éroder la dite capacité productive. En fait, on a besoin de quelque chose de très très stylisé pour répondre à une question comme ça. On a besoin d'un polluant un peu générique par exemple, qui va survivre un certain temps dans la terre ou dans l'organisme, en l'occurrence c'était plutôt dans la terre, et qui va avoir un effet stylisé sur la production. Et alors, je pense que quand on n'est pas soi-même issu de sciences dures, on a du mal à imaginer que des hypothèses très stylisées comme ça soient robustes. Mais en fait, l'expérience montre que si. Alors après, pourquoi c'est vraiment robuste in fine ? C'est parce que leur choix de modélisation était pertinent. Et on peut justifier les choix de modélisation des différents secteurs. On peut justifier de façon assez fine les choix d'interaction qu'ils ont faites. La partie la plus difficile à justifier, c'est de justifier que d'être aussi agrégé, ça n'enlève pas un effet qualitatif important. Ça, on ne peut pas le démontrer. Par contre, il y a eu tout un tas de tentatives de complexifier Wall3, tout un tas, enfin pas des milliers, mais disons une demi-douzaine de signifiantes, en désagrégeant sectoriellement, ou en désagrégeant socialement plusieurs classes sociales, ou en désagrégeant spatialement. Et en fait, ça ne change pas qualitativement les conclusions. Donc ça donne une confiance dans le fait qu'ils avaient bien visé. Mais ça, c'est a posteriori. Après, de toute façon, ça ne démontre pas que le modèle est juste, puisque de toute façon, il n'est que projectif face à des scénarios. Mais ça donne confiance dans le fait il nous dit des choses sur le monde tel qu'il est. Alors, la robustesse fondamentale de Wall3 ne vient pas du détail de modélisation. Elle vient du fait que l'évolution qualitative, elle, est inévitable. L'évolution qualitative, c'est on a une capacité de charge, la population croît.
tant qu'elle est en dessous de la capacité de charge, tout va bien. Alors, la capacité de charge est évolutive. On peut intensifier la production agricole, on peut améliorer le rendement, mais on peut aussi le détruire. Ça s'est passé au Kazakhstan, par exemple, en détruisant la productivité des terres, etc. Bon. Donc on agit sur la capacité de charge. On peut agir aussi sur nous-mêmes. On peut diminuer notre taux de natalité, on peut augmenter notre espérance de vie par différentes actions qui sont soit de santé publique, soit d'éducation, soit ce genre de choses, qui sont d'ailleurs dans le modèle démographique. Mais donc néanmoins, ces deux choses évoluent. Alors à partir du moment où on est en dépassement de capacité, dans les années 70, on n'y était pas encore. Aujourd'hui, on est en dépassement de capacité sur tout un tas de fronts. Les gens qui suivent ce que c'est que l'empreinte écologique savent. Le jour de dépassement, maintenant, c'est en août. Ça veut dire qu'on creuse le déficit à partir du mois d'août sur les ressources renouvelables, etc. On est en déplacement sur plein de fronts. Ça, c'est certain. Le fond du modèle, c'est de dire ce qui fait qu'on va se stabiliser ou s'effondrer, c'est de savoir si on érode ou non la capacité de charge quand on est en dépassement. Alors, il n'y a que deux possibilités. Soit on est sous la capacité de charge, soit on est au-dessus. Quand on est au-dessus, soit on érode la capacité de charge, soit on ne l'érode pas. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et l'évidence, maintenant, en 2024, est énorme sur le fait qu'on est en dépassement de capacité et qu'on est en érosion de la capacité de charge, même si la production agricole mondiale n'est encore pas complètement affectée. On sent bien les rendements se tassent. On a déjà eu plusieurs fois un problème qu'on n'imaginait plus du tout dans les années 70-80, à savoir des problèmes de tension en termes de sécurité alimentaire mondiale. En 2011, on a eu sur la Russie une canicule extrême qui s'est traduite par le fait qu'ils ont perdu un tiers de leur récolte de blé, ils ont arrêté les exportations. Et depuis, je ne sais plus quand, mais ça doit être au milieu des années 2000 ou début des années 2010, la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Du coup, stop des exportations, panique sur les marchés. On a une guerre russo-ukrainienne, là, les pays africains tirent la langue parce que l'Ukraine est aussi un très gros producteur. Voilà, donc on est en tension. On est en tension sur entre la population et la capacité de charge. Et le fait qu'elles soient en train de s'éroder, on désertifie des fractions importantes, enfin, pas si importantes que ça, mais ça s'accélère de terres agricoles, etc., etc. Donc on est en érosion, c'est certitude. Donc cette vision qualitative, elle ne dépend pas des détails du modèle. C'est juste... il n'y a pas le choix. Soit on est en dessous ou au-dessus, soit quand on est au-dessus, on érode ou on n'érode pas. Ok. Sophie ? Oui, je voulais revenir sur l'idée de scénario. Parce qu'il me semble que c'est aussi cette méthode de faire fonctionner cette dynamique des systèmes avec différentes hypothèses qui, en tant que telles, permettait d'affirmer que désormais il fallait limiter la croissance. Et donc le premier scénario, il a été nommé comme business as usual et il donne comme résultat, puisque c'est ce qu'on a fait, ce que vient de décrire Pierre-Yves, c'est-à-dire une situation en tension sur énormément de fronts. Le deuxième scénario important, il y en avait beaucoup plus, mais il y en a 3 surtout qui ont été retenus pour faire un peu image. Le deuxième, il y a une tentative de voir qu'est-ce qui se passe pour éviter l'effondrement auquel conduit le business as usual, si on fait valoir des technologies qui sont supposées réparatrices. Et à ce moment-là, il y a effectivement un moment apparent d'embellie, mais l'effondrement est encore plus drastique après. Et donc, ce qu'il essaye de démontrer avec ces différents scénarios, c'est qu'il faut vraiment réussir à stabiliser. Et c'est un point très important parce qu'à ce moment-là, stabiliser, c'est aussi, on a parlé du livre La bombe démographique, c'est stabiliser la population mondiale. Ce qu'on n'a absolument pas fait, même s'il y a eu des pays qui ont effectivement drastiquement, comme la Chine ou l'Inde, baissé leur taux de natalité. Globalement, on ne l'a pas fait. Et donc, il y a quelque chose qui est un peu contraire à l'imaginaire d'un progrès effectivement illimité et qui peut être immédiatement disqualifié par les opposants comme néo-malthusianisme.
en tant que le contrôle des populations, c'est quelque chose d'ancien, qui a à voir avec le fait que les États, à un moment donné, se sont préoccupés de gérer leur population et de traiter les populations un peu comme des troupeaux, comme une richesse. Et on voit bien que c'est pas une idée qui a disparu, puisqu'on parle à nouveau dans ce pays de réarmement démographique. Donc autour de cette question démographique, il y avait vraiment du débat important. Et en même temps, effectivement, c'était un point crucial pour affirmer que si on voulait un certain type d'humanisation, on ne pouvait pas se permettre de lâcher sur les 5 secteurs, dont la démographie, mais aussi donc la pollution, les ressources agricoles, les ressources technologiques et matérielles de production du secteur, du deuxième secteur, et puis bien sûr aussi, j'ai dit démographie, pollution et ressources naturelles en tant qu'elles sont limitées. Alors merci Sophie. Parce donc là c'est un point très important parce que c'est visuel et ça marque les esprits, mais ça suppose quand même de vouloir faire ce pas de côté, c'est-à-dire de dire eh bien oui, l'imaginaire, qu'il soit d'ailleurs libéral, où il y a aussi une absence de limite, ou marxiste, qui considère effectivement que la machine productive va pouvoir constamment faire progresser. Dans les deux cas, les deux manières de penser sont en contradiction avec l'idée de contrôle. Voilà, de contrôle important sur les différents secteurs et de contrôle en interaction. Alors, merci pour cette précision, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a le modèle et donc les interactions entre les variables, mais après, il y a des hypothèses qui sont produites, et ça, c'est ce qu'on appelle les scénarios, donc avec 3 grands scénarios, tu l'as rappelé. Et alors, peut-être qu'on va revenir sur ces 3 scénarios ensuite pour rappeler un peu les conclusions, tu l'as dit, mais enfin voilà, il y a chaque fois un effondrement qui intervient, qui est vraiment, et c'est ça que mettent en avant en fait les auteurs du rapport, pour justement dire, attention, à la croissance infinie dans un monde fini, attention à ce qui est en train de se passer, même si c'est pas prédictif, avec ces hypothèses-là, ça ne tient pas. Je voudrais rajouter un truc sur cette histoire de malthusianisme, c'est que quand on accuse quelqu'un de malthusianisme, c'est un peu comme quand on l'accuse de terrorisme, il n'y a plus besoin de justifier ce qu'on est en train de dire. On est dans de l'idéologie pure. Alors, on est dans de l'idéologie à 2 niveaux. Déjà, c'est pas malthusien littéralement, et deuxièmement, ça oublie très rapidement que dans l'histoire de l'humanité, on a été confronté plusieurs fois à des problèmes malthusiens. Et il y a un certain nombre de fois, ça s'est mal passé. On a un niveau technologique de fou, mais en même temps, on a un niveau d'impact global sur tous les fronts à la fois absolument inouï, qui n'a jamais eu lieu. Et donc, c'est pas du tout gagné d'avance de disqualifier les opposants, ou du moins ceux qui pensent différemment, simplement en disant vous êtes malthusien, donc c'est des conneries. Il faut regarder plus finement. Passons. Non, mais je pense qu'on va y revenir. Tu feras une coupure. Non, mais on va y revenir après, quand on parlera de la réception du rapport, puisque c'est une des critiques principales. Et du coup, je te donnerai l'occasion d'expliquer ce que c'est que le malthusianisme à ce moment-là. Mais peut-être, justement, Sophie, pour revenir sur ces scénarios et réexpliquer un peu la synthèse, justement, des conclusions. Donc, ils font tourner des scénarios sur la base de ce modèle-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces scénarios? Pourquoi ils en choisissent 3? Qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce qu'ils présentent? Quelles sont les conclusions en fait de ces scénarios et quel est le message qu'ils portent ensuite? En fait, ils en font plus que 3. Il y a beaucoup plus. Oui, d'accord. Donc l'idée, c'est que une fois que le modèle est constitué, on peut lui poser des questions différentes, et qui sont des questions d'action. Si on fait si on utilise la technologie et que du coup elle va prélever telle matière première, elle va permettre du coup une prospérité qui va produire telle démographie, qui va produire telle consommation, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et donc ça c'est pour le deuxième modèle où on introduit plus de technologie. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le modèle ne produit des résultats qu'en fonction de la qualité des questions qu'on lui pose. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas prédictif, au sens où on aurait donc il va se passer ça et voici pourquoi votre fille est muette, quoi. Non, c'est pas ça. Si on est capable de le faire parler, c'est parce que on lui pose des questions qui sont des questions précises en fonction aussi du débat public.
C'est-à-dire que dans le débat public, y compris dans la séquence où on a Silent Spring, bombe démographique, etc., il y a des gens qui disent mais oui, mais il y a les êtres humains qui sont capables d'agir et au fur et à mesure, on va corriger, on va être capable de produire une technologie plus performante, moins coûteuse en énergie, moins coûteuse en matières premières, moins coûteuse en je sais pas quoi. Et donc, il y a du débat public déjà à l'intérieur des mondes technocratiques qu'on a évoqués tout à l'heure, et dans la société. Et donc, les questions qui sont posées sont des questions qui répondent implicitement à ce débat public qui est pas énorme à ce moment-là, mais que le rapport va amplifier. Et ce débat public fournit les questions qu'on pose au modèle. Le modèle en tant que tel, il peut très bien être inerte. Enfin, si on lui pose aucune question pertinente, il ne va pas fournir de réponse pertinente, c'est ça que je veux dire. Et c'est là où une modélisation n'est qu'un outil. Et qu'il faut bien entendre ça, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est projectif et pas prédictif, et qu'il ne s'agit pas de dire, donc, il faut considérer que c'est à tel moment précis que, etc. Il se trouve qu'en plus, maintenant qu'on est dans l'après-coup, qu'il était prédictif aussi. Voilà. Oui. Mais c'était pas son ambition, partiellement prédictif. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut ne pas être l'ambition et que ça soit le cas, ne serait-ce que parce que il travaille bien sûr avec des données réalistes, réelles, même s'il est stylisé. Là où il choisit de traiter une question, c'est avec des données qui ont été collectées historiquement et avec lesquelles il peut travailler. On va y revenir, mais aujourd'hui, si on est dans la phase d'effondrement, le système World Free tel qu'il a été conçu, ne peut plus fonctionner puisqu'on n'est plus dans la même séquence historique. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose à comprendre de l'historicité d'un modèle. Il ne peut fonctionner qu'en fonction des données dont il dispose pour pouvoir avoir ce regard rétrospectif. Et si c'est suffisamment stable, ou comme on dit d'une manière assez stylisée aussi, toute chose égale par ailleurs, mais si on n'est plus dans le toute chose égale par ailleurs, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner de la même manière si on est, comme certains le pensent, et, déjà dans la phase d'effondrement. Mais il me semble que voilà, c'est important parce que cette manière de poser les questions au modèle, pour le coup, ça a à voir avec les compétences de sciences humaines et sociales, que ce soit d'ailleurs des chercheurs de sciences humaines et sociales qui le fassent ou pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'être formé aux sciences humaines et sociales de bout en bout pour être compétent aux sciences humaines et sociales et pour pouvoir réfléchir. Donc la question, c'est comment on se pose des questions et quelles questions on pose après à l'outil performant. Je voudrais juste rajouter un truc sur la séquence des scénarios. Elle est faite pour être pédagogique par rapport aux objectifs des auteurs. Ils partent d'un scénario central qui est ce qui se passait en 70, qui continue à se passer aujourd'hui, business as usual, c'est-à-dire on continue, et on ne se pose pas la question de jusqu'où ça va. Et progressivement, ils introduisent des changements pour essayer de voir jusqu'où il faut aller pour éviter le scénario d'effondrement par érosion et dépassement de capacité. Et en fait, ils montrent progressivement par ces scénarios qu'il faut tout changer. Autrement, ça continue à se casser la figure. Alors, le modèle a été extrêmement critiqué sur le fait... Les économistes ont eu des critiques qui étaient... les économistes, ça ne veut rien dire, c'est hétérogène comme population, mais enfin, un certain nombre d'économistes ont eu des critiques qui étaient carrément ignobles, des attaques ad hominem, et du point de vue intellectuel et conceptuel, mais c'était au ras des pâquerettes. Puis en plus, c'était faux. C'était factuellement faux par rapport à ce qu'il y avait dans le modèle. Mais par exemple, ils disaient, oui, mais enfin... avec le progrès technologique, on va tout régler. Sauf que quand ils mettent du progrès technologique dans le modèle, ils mettent des taux de progression qu'on n'a jamais vus et qu'on n'a encore jamais vus. Et qui sont, d'un certain point de vue, déjà au maximum de ce qu'on peut faire et qu'on n'a jamais atteint. Et ça ne suffit pas. Donc après, effectivement, avec de la pensée magique, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, je mets n'importe quoi en termes d'évolution technologique, là, effectivement, je résous le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas atteignable. Sur les questions de démographie, c'est pareil. C'est facile de tourner un bouton dans le modèle, puis subitement, ça se stabilise. Dans la vraie vie, de diminuer le taux de natalité des pays à natalité galopante,
c'est super compliqué. Donc, quand ils font des ajustements comme ça, ils les tirent pas du chapeau. Ils essaient d'être dans des limites raisonnables. Et raisonnable, c'est tirer la limite vraiment au maximum de ce qui est éventuellement envisageable en se retirant vraiment les doigts des fesses. Et même comme ça ne marche pas. Il faut faire tout sur tous les plans à la fois. Et par ailleurs, il y a un truc qui a été énormément oublié dans la critique, qui est le rôle des effets retard. Les raisonnements économiques sont des raisonnements d'équilibre pour l'essentiel. Les effets retard sont ignorés. Dans l'environnement et dans la société, il y a des effets retard partout. Et c'est les effets retard qui nous tuent. On est depuis 30 ans en négociation sur le climat. Ça a produit 0 effet sur la courbe des émissions. Le seul truc qui a produit un glitch visible, ça a été le Covid. Donc, c'est facile de critiquer le modèle. Si on va avoir une critique réaliste du modèle, on se rend compte qu'il n'est pas si facile que ça à contourner. Alors, je ne sais pas si on continue sur cette question de la critique. On n'a pas parlé de sa sortie, de justement, la diffusion, etc. Est-ce qu'on revient là ou est-ce que pour ouais, ok. Parce que on fait les choses un peu dans le désordre là. Ouais. Pour moi, ce que vient de dire Pierre-Yves, ça a à voir avec la réception d'un modèle. Ne repose pas sur sa véritable qualité. Parce que finalement le débat public est à forte teneur idéologique et que c'est cette configuration idéologique et la possibilité de faire basculer les enjeux idéologiques vers dans une bifurcation qui vont être déterminants. Et je dirais que, quelle que soit la qualité, c'est finalement ce que les gens en tirent sur le plan idéologique qui va avoir des effets. Et donc, si on revient sur ces enjeux idéologiques, il me semble que pour le coup, Aurelio Pescei a une conscience très claire de ça, et que c'est la raison pour laquelle il décide de faire en sorte que le rapport soit accessible gratuitement. C'est-à-dire, il y a une diffusion qui est extrêmement importante parce que, je dirais, le Club de Rome met le paquet pour que ça soit diffusé d'une manière extrême. Et donc, il y a vraiment 3 millions d'exemplaires déjà qui ont été diffusés en 1980, dans 23 langues. Il y a un autre article, parce qu'il faudrait quand même dire que c'est bien un travail collectif, et donc il y a toute une série d'auteurs dont on donnera peut-être quand même la liste à la fin pour leur rendre ce qui leur revient. Il y en a qui disent 30 langues, il y en a qui disent 23, enfin... Personnellement, je ne suis pas spécialiste de cet aspect-là, mais ce qui est fascinant, c'est que cette visée globale, elle s'est traduite dans la manière d'adresser au public, et donc pas simplement à quelques technocrates européens, les résultats de cette enquête, de ce travail. Dans la durée, ça a continué, puisqu'on dit qu'il y a eu 12 millions de rapports qui ont été diffusés en 40 ans. Et donc, c'est énorme. Voilà, il faut quand même bien mesurer que c'est une diffusion énorme. Et que si cette diffusion énorme n'a pas réussi à faire basculer, c'est pour des raisons qui peuvent paraître au bout du compte infinitésimales. C'est-à-dire, quand on regarde sur le plan général, eh bien, c'est le moment où les conceptions schumpeteriennes de l'orthodoxie économique la plus radicale sont en train de reprendre le dessus, et contre les modèles qui sont des modèles plutôt keynésiens et de redistribution qui ont prévalu après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a une puissance d'attaque avec énormément de mauvaise foi, comme l'évoquait Pierre-Yves en disant que c'était essentiellement idéologique. Aussi bien du côté d'autres modélisateurs comme Nordhaus que du côté des économistes qui vont affirmer qu'un étudiant de 2e année en économie peut se rendre compte que le modèle ne vaut rien puisqu'on n'y a pas inclus la question des prix. Et donc on voit bien là que c'est l'orthodoxie de la logique économiste qui permet de dire ça n'est pas intéressant, la preuve, il ne s'intéresse pas au prix des choses. Et donc évidemment, a posteriori, c'est un peu
quand même atterrant. Hein, il y a des économistes atterrés aujourd'hui, on comprend ce que ça peut vouloir dire. Mais en l'occurrence, ça aurait pu pour autant avoir plus d'efficacité si les politiques s'en étaient davantage emparés, c'est-à-dire que si eux-mêmes n'avaient pas été si pusillanimes dans leur manière d'écouter les arguments. Parce que dans un premier temps, quand même, il y a des intermédiaires culturels comme Siko Mansholt qui travaille beaucoup à la persuasion dans tous les milieux sociaux et politiques de la valeur du rapport et qui réussit à convaincre une partie des gens dans une certaine mesure. Et il y a des coups d'arrêt qui sont portés par, des imaginaires sociaux où la croissance technologique et la croissance économique sont des indicateurs du progrès humain. Or, justement, le propre du rapport, c'est de dire qu'il y a une disjonction. Et cette disjonction, en France, par exemple, n'est pas entendue par les milieux marxistes, à commencer par le Parti communiste qui affirme que les technocrates sont en train de préparer une réduction drastique de l'accès au progrès pour les classes populaires et que c'est inadmissible, que c'est scandaleux, etc. Et ce qui peut s'entendre dans la manière dont fonctionnaient les raisonnements à l'époque. Hein. C'est là où la commandite, c'est-à-dire le fait que ça vienne du Club de Rome, que ça vienne de la technocratie, n'est pas nécessairement bénéfique à terme. Parce que, évidemment, on peut avoir des bonnes raisons d'avoir des a priori contre, compte tenu de la manière dont s'est fait l'Europe, dont la résistance a été évacuée. Enfin, il y a plein de raisons pour ne pas être très enthousiaste de cette commandite et donc de ne pas faire confiance. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que c'est au bout du compte des technocrates qui vont le prendre en charge. C'est-à-dire qu'il y a quelques technocrates qui sont convaincus. Valéry Giscard d'Estaing écoute Stoléru. Et ils font effectivement une valorisation relative du rapport, créer des institutions pour prendre en compte ce qui a été dit et valorise discursivement. Mais là encore, ça n'a pas de vraie prise sur l'ensemble de la société. Et donc, en termes électoraux, ça n'a pas de déficience parce que c'est pas les bons acteurs qui peuvent convaincre d'autres courants. Et du côté socialiste, il y a un moment incertain. Je parle de la France là parce que c'est un modèle, un lieu qu'on peut analyser plus précisément. Il y a un moment incertain où on entend effectivement la sonnette d'alarme, on l'entend, mais on va se rabattre sur le fait que quand même il faut distinguer le nord, le sud, l'est, ouest, les catégories sociales, etc. Et donc on va s'appuyer sur ceux qui proposaient des modèles alternatifs en désagrégeant pour dire non mais on peut pas faire confiance dans ce rapport qui vient quand même de technocrates. Et donc même aujourd'hui, il y a des chercheurs en écologie politique et en histoire de l'écologie qui disent mais qu'est-ce que c'est cette fascination pour le rapport Meadows, c'est quand même un truc de technocrate. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant parce que on voit bien que il y a eu quand même un effort vertigineux pour la diffusion, qu'il a été réellement diffusé, qu'il a été réellement lu. On ne traduit pas en 23 langues si c'est pas lu. Et que ça a des effets, mais qu'on est un peu sur un culbuto, et que le culbuto revient à un point d'équilibre business as usual, et pas une bascule vers autre chose. Alors on va revenir là-dessus après, Sophie, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à aujourd'hui, justement, et à ce qu'on peut en retirer. Mais Pierre-Yves, tu voulais intervenir ? Je voulais juste ajouter un mot à ce sujet. Le rapport, il attaque de front. Une logique effectivement productiviste, qu'elle soit capitaliste ou collectiviste à la soviétique. Mais si on reste sur le monde occidental, il attaque de front une vision du monde qui est que l'économie est capable de tout gérer. D'un point de vue économiste, l'environnement fait partie de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'on est capable, par un signal prix, de prendre en compte les problèmes environnementaux. Ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, parce qu'on n'est pas capable de chiffrer tout un tas de choses. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est très grave, mais c'est une vision a priori.
le rapport Meadows est dans une vision a priori totalement contraire. C'est-à-dire que le système social et le système économique est enchâssé à l'intérieur du système Terre. Et ça, c'est irréductible. On peut faire ce qu'on veut, c'est totalement irréductible. Les gens qui sont câblés pour imaginer que l'économie est englobante ne sont par nature pas en état ou avec un effort énorme en mesure d'accepter un point de vue de ce type. Et le problème, c'est un des problèmes de fond, c'est que ce point de vue englobant économique, c'est quand même celui qui a gagné depuis des décennies. Avant même le néolibéralisme, c'était quelque chose qui avait déjà gagné. Donc il attaque de front ce truc-là. Enfin, on ne va pas rentrer dans un débat économique, mais il y a quand même des moments de conflit, y compris dans les années 30, sur l'encastrement. Je parle de la période 80 à 2020, quoi. Ah oui, récente. Parce que, pour le coup, on a des outils pour refuser cet encastrement du politique. Et donc, ces outils-là, on les revisite en ce moment. Là, pour le coup, les fameux économistes atterrés revisitent ces choses-là. Sophie, alors je vais peut-être te repasser la parole pour nous dire un petit peu... Toi, d'après toi, en fait, en quoi ce rapport, parce que bon, là, ça fait 1 heure qu'on parle et que donc on explique le fonctionnement de ce modèle, les différents scénarios, ses conclusions, qui est que bon, en gros, si on remet pas tous les voyants au vert sur les 5 variables qui ont été utilisées dans le modèle et que donc on ne change pas radicalement en fait la course au productivisme à laquelle on était à laquelle on participait donc dans ces années 70 et à laquelle on participe toujours aujourd'hui, on va vers un effondrement global du système caractérisé par un effondrement en fait de la démographie, hein, si je dis pas à la fois de bêtises. De la capacité de charge et de la population. Ça va ensemble. Et que du coup, en fait, les choses se passent plutôt très très mal pour la capacité à vivre sur cette planète, pour l'humanité et vraisemblablement l'ensemble du vivant. On voit que ce rapport a été plutôt très bien accueilli en termes de diffusion, que tu disais 23 ou 30 langues, 12 millions d'exemplaires à date. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai écouté plusieurs interviews de Dennis Meadows où il dit « J'ai été reçu par Jimmy Carter, j'ai rencontré les plus grands, etc. » Et pourtant... Impact zéro. Zéro. Je veux dire, on est 50 ans après. Comme vous le disiez, en fait, il est presque prédictif quasiment, parce que quand on regarde le scénario business as usual, alors il y a un travail qui a été fait en 2018, je crois, ou 2015 ou 2018. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Turner qui a commencé en 2008, puis il a refait une ressucée en 2012, et puis ensuite Harrington qui a refait une réanalyse en 2018. Mais le premier, ça a été Turner, qui a montré, mais en fait, c'est pas tout à fait n'importe quoi. Vous voyez, ça colle quand même à la réalité de ce qui s'est passé. L'évolution historique sur les 40, à l'époque, c'était les 40 dernières années. Et du coup, aujourd'hui, en quoi ce rapport, en fait, et cet apprentissage, j'allais dire, autant que le modèle, la manière dont il fonctionne, les scénarios, etc., que sa réception et le manque d'action qui fait qu'on a 50 ans de retard par rapport à ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, nous amène et nous apprend et nous donne des billes pour agir aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que justement, comme il a ce caractère quasi prédictif, on peut se reposer sur ce qu'il a apporté comme vision du monde, pas nécessairement les résultats exacts, mais une manière de penser, une manière de se représenter l'action effective des êtres humains sur Terre, une manière de se représenter la temporalité. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il est encore très utile, parce que comme on est dans un moment d'émiettement des savoirs et des connaissances et des pratiques de connaissances, eh bien, il incite à réagréger. Voilà. Donc déjà, c'est un point extrêmement important et qui n'est pas évident. Voilà, qui n'est pas évident du tout. Ça, c'est une première chose. Donc, réagréger, ça veut dire croire à nouveau que c'est possible de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes compétences que vous, mais d'avoir un projet en tant qu'il a une visée sur la vie des hommes en général, qui est commune.
Autrement dit, que chacun peut apporter une pierre à un édifice commun. Ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu des universités, des lieux de recherche. Et On est dans une atomisation voilà. des questions Donc, qui sont en sciences dures ou en sciences humaines. voilà, disons que ça, je crois que c'est la première chose et qu'on peut s'appuyer sur ces résultats pour dire il faut recommencer à avoir confiance dans notre capacité à nous parler. Bon. La deuxième chose, c'est une prise de conscience que l'action humaine n'a pas de résultat immédiat. Et que du coup, il s'agit de se redonner du courage en tentant de projeter et de se dire, on ne va pas pouvoir éviter l'effondrement puisque, effectivement, les générations qui sont les nôtres et qui nous ont précédés n'ont pas agi comme il aurait fallu le faire. Et ça, on va le payer. On ne peut pas y échapper. Mais on peut tenter des gestes correctifs. Et donc, peut-être, il faut entendre qu'il y a cette possibilité des gestes correctifs qui n'éviteront pas tout, mais qui peuvent quand même amoindrir la courbe de l'effondrement sur le long terme. Ce qui ne va pas empêcher des choses absolument terrifiantes de se passer dans les 15 années à venir. Mais sur la durée, de sortir un peu du discours no future, finalement la Terre pourra très bien vivre sans l'humanité, peu importe, enfin ce genre de choses. Non, s'il y a eu tous ces efforts, c'était des efforts humanistes, et bien sûr qu'il faut cesser de croire qu'on est maître et dans la domination de la nature, mais il ne faut pas non plus sombrer dans un anti-humanisme absolu, c'est absurde. Et donc ça nous dit qu'on peut à la fois avoir le souci de la nature et de l'humanité. Voilà, que ce n'est pas contradictoire. Donc ça, c'est un point très important. Et que les actions qu'on peut mener aujourd'hui auront peut-être des effets que dans 50, 100 ans, mais que pour ceux qui vont rester et ceux qui viendront encore, malgré tout, parce qu'il y aura encore des enfants et qui ne vont pas tous mourir, c'est important de le faire. Et donc cesser de considérer que finalement c'est trop tard et qu'on s'en lave les mains et que c'est terminé, qu'on n'a plus rien à faire. Parce que ça, c'est un discours qui est extrêmement nihiliste et je pense qu'il n'y a rien de pire pour les jeunes générations. Enfin, c'est insupportable d'entendre des choses pareilles. Et donc ça les rend tristes et déprimés. Enfin, je vois pas comment ils peuvent supporter ça. Voilà. Donc il y a besoin de croire à nouveau dans notre capacité d'acteur de l'histoire, même si cette histoire est effectivement aujourd'hui dans une séquence très tragique, pas simplement dramatique, tragique aussi, parce qu'on savait. Ensuite, dans le fonctionnement de la dynamique des systèmes, on l'a dit à plusieurs reprises, la question n'est pas quantitative. Et donc de croire à nouveau à des enjeux de théorie plus consistants, avec une capacité à cesser de considérer que la théorie est un voile, mais considérer que la théorie peut être un levier. Moi, je fais partie d'une génération qui était à la frontière entre la période hyper-théoriciste et la période actuelle qui est athéorique. C'est-à-dire où finalement il n'y a plus aucune théorie et donc chacun fait une petite parcelle minuscule, une petite miette d'analyse de la manière dont ça se passe dans tel petit morceau de territoire du monde, mais à un moment donné on se dit and so what ? Donc il y a quelque chose où il faut se réarmer théoriquement, et se réarmer théoriquement, c'est faire le va-et-vient évoqué tout à l'heure par Pierre-Yves Longaretti, quand il disait on part du global pour aller vers le particulier, et on repart du particulier pour retourner vers le global, ce qui est la méthode régressive progressive. Hein, c'est-à-dire, cette méthode, elle n'est pas inconnue des sciences humaines. C'est celle d'Henri Lefebvre, c'est celle de Sartre, c'est celle de Walter Benjamin dans une certaine mesure pour la temporalité. Bref, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qui a été récusé par ce qu'on appelle la fin des grands récits. Donc je pense qu'on peut s'appuyer sur ce modèle pour tenter de dire peut-être qu'on ne peut pas faire à nouveau rapidement, vite fait sur le gaz, une théorie globale, mais quand même qu'on peut avoir à nouveau le souci de la théorie, ça serait quand même bien. Voilà. Et de l'épistémologie, ce serait bien. Parce que franchement, je ne le vois pas, ce souci en ce moment. Et donc voilà, c'est pas des petites choses, c'est des choses très importantes, c'est-à-dire sur quelle temporalité vit l'humanité, et donc comment elle se représente elle-même comme actrice de l'histoire, pas simplement de l'humanité, mais de l'humanité sur la Terre et de la Terre.
Sur un plan pragmatique, il y a deux messages qui sont importants, qu'on peut tirer pour l'action de nos jours du rapport. Alors, je ne sais pas s'ils sont explicitement dedans, mais on peut les tirer, qu'ils soient explicitement ou pas dedans. Il y en a un qui est de ne pas confondre le symptôme avec les causes profondes. Et on passe notre temps de nos jours à essayer d'agir sur les symptômes en ignorant les causes. Il y a une forme de dissonance cognitive majeure à tous les niveaux décisionnels sur ce plan-là. Le deuxième message, il insiste, enfin, moi c'est comme ça que je le prends, hein, le rapport insiste sur le fait qu'il faut avoir une action réflexive, c'est-à-dire où on évalue en permanence non seulement l'effectivité, mais les conséquences de l'action. Alors c'est d'autant plus nécessaire quand on est, comme de nos jours, dans des situations à dégradation rapide, à évolution rapide, et où on ne peut pas considérer que ce qu'on a imaginé faire, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, soit encore en adéquation avec le monde tel qu'il est 10 ans après. Il faut en permanence une réflexion non seulement sur les actions, mais sur les choix, les valeurs, sur quoi on agit, pourquoi, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on le remet en permanence sur le tapis. Moi, c'est un des messages que je retire de Wall 3. Même si je pense qu'il n'est pas écrit comme ça dans le bouquin, mais il pointe vers ça. Plus sur le côté un peu politique au sens large de société, je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu là-dessus, parce que les remarques que vous faisiez tout à l'heure sur les critiques qui ont été faites au rapport Meadows quand il est sorti, à savoir de la part d'ultra-technologistes ou de gens comme Nordhaus, par exemple, qui reçoit le prix Nobel, alors qu'il nous explique... qui n'est pas un prix Nobel. Oui, alors le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel en économie pour ses travaux, notamment sur le fait que avec plus 3 degrés à la fin du siècle, bon, il n'y a pas d'impact majeur sur le PIB, donc tout va bien. Ouais, c'est quand même assez surréaliste, mais bon, lui, il était déjà là à l'époque. Et aujourd'hui, on a des critiques qui sont quand même très très similaires avec, alors si je prends le cas de la France uniquement, effectivement, qu'on connaît le mieux, des ministres comme le ministre de l'économie qui nous explique: je ne crois pas en la décroissance, mais je crois en la croissance verte. On est toujours en fait dans ce pari très technologique, dans cette idée en fait de croissance en fait infinie qu'on appelle durable, verte, peu importe, mais sans revenir réellement sur... Ouais, mais du coup, on ne revient pas en fait sur ces histoires d'équilibre, de système et de décroissance. Je sais pas comment l'appeler autrement. Et ça interroge un petit peu sur. Enfin, j'aimerais qu'on revienne là-dessus sur qu'est-ce que ça nous apprend ce rapport, ou est-ce que ça nous apprend rien en fait sur notre capacité d'action. Alors là, je pense quand même, si on revient sur les critiques qui ont été faites ou au contraire les gens qui ont adhéré, parmi les gens qui ont adhéré, il y avait André Gorz. Qui affirmait qu'il fallait pas simplement stabiliser mais décroître, et qu'il fallait surtout que ça soit sur un mode justement horizontal et démocratique. Je pense que ce rapport dans sa production, donc sa commandite, sa production et sa réception peut nous dire, c'est que si on veut faire bouger les lignes qui aujourd'hui régressent sur ce que nous on cherche à atteindre, c'est-à-dire une prise de pas simplement de conscience, mais de traduction en termes d'expérience de ce qu'on vit pour de vrai, c'est-à-dire cette dégradation, les grands incendies, les tsunamis, le dépassement au mois d'août, etc. Que ça devienne une expérience sur laquelle on puisse reposer des questions politiques. Je pense qu'il faut négliger aucune arène. Et que ce qui était quand même puissant, c'est que ça venait de la technocratie. Et que de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se réconcilier avec l'idée qu'on ne discute pas uniquement avec les gens qui sont déjà d'accord avec nous. C'est un point extrêmement important parce que politiquement aujourd'hui, on n'a jamais vu une telle fragmentation qui est un peu analogique, homothétique avec la fragmentation des savoirs. Et donc les gens, dès que vous discutez politique, il faut que ce soit collé avec ce qu'ils pensent eux. Et il me semble que le grand effort à faire, c'est de s'adresser à tous les secteurs tels qu'ils existent aujourd'hui,
et de faire en sorte de s'adresser à la fois au système politique parlementaire tel qu'il existe, avec sa logique électoraliste à court terme. Et donc il faut réussir à trouver des leviers de discours, de discursivité qui répondent à leurs besoins à eux, de court-termisme. Il faut s'adresser aux technocrates qui ont quand même intérêt à avoir un peu de prospective malgré tout, et leur expliquer qu'il y a eu d'autres modes d'usage de ces lieux de pouvoir. Alors comment j'ai pas de formule clé en main et de jeu de cartes déjà constitué. Mais déjà se dire, il n'y a aucun lieu qu'il faut négliger aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à être tellement dans une logique démocratique horizontale qu'on oublie que, oui, peut-être, mais aujourd'hui, même si on réussissait à gagner toutes les consciences politiques horizontales, on n'a pas du tout le pouvoir dans les mains, quoi. Il y a une répression très forte, il y a du fascisme un peu partout, il y a fascisme au sens d'autoritarisme, parce que bien sûr il y a des gens qui sont d'accord avec ça, mais à supposer même qu'ils ne soient pas d'accord, pour le moment on est face à une situation où il faut réussir à avoir des points de levier dans différents types d'arènes. Et je pense que c'est quand même ce qui se passe avec le rapport Meadows. C'est-à-dire que ça vient d'un lieu qui n'est pas le lieu prévu. Et que de ce point de vue-là, c'est un phénomène singulier et qu'il faut essayer de voir quels sont les interlocuteurs en tant que phénomène singulier, quels sont les secteurs industriels qui peuvent entendre ça, quels sont les secteurs de direction d'entreprise qui peuvent entendre ça, et pas simplement les fermes alternatives. Voilà. Et donc tenir compte du monde comme il est pour aller convaincre là où les choses se passent et où le rouleau compresseur est à l'œuvre. Parce que j'ai tendance à avoir encore quelques illusions. Je ne pense pas que tous les ferments d'humanité et de désir d'émancipation soient éteints dans ces sphères-là. Et qu'il y aura nécessairement, là c'est la spécialiste histoire de la Révolution qui parle, des transfuges. Mais qu'on ne peut pas rencontrer les transfuges en restant chez soi. Voilà. Et qu'il faut les susciter, les transfuges. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des lieux possibles pour les susciter, qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, mais qu'on ne gagnera pas en ayant tous les appareils oppressifs contre nous, et sans personne qui agisse à contrario dans ces lieux-là. Donc tenir compte de l'arène démocratique, évidemment, mais aussi de l'arène technocratique, mais aussi de l'arène politique qui aujourd'hui est complètement encastrée dans l'économique et en même temps autonomisée dans un court-termisme qui fait que les discussions politiques ne sont que des discussions tactiques et de positionnement. Alors, donc il faut tenir compte de lieux bizarres qui ne sont pas reliés à nos valeurs, mais sur lesquels il faut tenter de peser quand même. Voilà. Je pense que c'est important. Tu l'as dit un petit peu, je te donne la parole après, Pierre-Yves, mais c'est vraiment quelque chose une question que je me pose depuis un moment, au fur et à mesure de faire ces interviews, d'étudier ce sujet aussi, et même directement avec mes recherches, sur la capacité à convaincre. Tu dis qu'il faut qu'on essaie de convaincre, de conscientiser, et même chez les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Mais est-ce qu'on est vraiment en capacité de convaincre en fait, des personnes qui ont une idéologie, une manière de penser, une vision du monde qui peuvent être très très différentes et qui en fait ne sont pas forcément très intéressés ou n'ont pas la volonté d'écouter ou de croire quelque chose qui va à l'encontre de leur propre représentation. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que aujourd'hui, il y a énormément de scientifiques qui vont discuter avec des représentants politiques, des représentants d'entreprises, etc. Et il y a des tentatives de créer du dialogue, il y a des volontés justement d'échanger, de prise de conscience, de convaincre, de montrer. Mais ils font face à un mur. Oui, mais il y a des jeunes générations qui arrivent en situation de pouvoir et qui ont entendu certaines choses et que c'est bien ça l'intérêt. C'est-à-dire la bifurcation ne va pas se faire peut-être sur un sujet actuel. Ça peut prendre 2 générations. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont en situation de prendre les prochaines décisions aient été alertés, formés et qu'ils se soient posés des questions un peu plus, quoi, que l'esprit critique, réflexif, l'adéquation entre expérience et
et monde commun, enfin, je sais pas, toutes sortes de connexions. Et ça suppose un activisme plus intelligent quand même. Je pense que notre activisme est assez bêta. Et je crois que il faut à nouveau faire confiance dans le théorique et l'intelligence, et que c'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, moi, le truc qui me m'étonne, pour le dire avec le plus de précaution et de gentillesse possible, parce que c'est pas mes ennemis du tout, c'est de penser que en enlevant les chaises d'une banque, on va pouvoir déplacer la conception de la théorie bancaire actuelle. Enfin, pour moi, pourquoi engager les gens dans ce type d'action, même s'il y a une vague judiciarisation après, c'est tellement faible. Et je pense qu'il y a à prendre au sérieux que on n'a pas encore inventé les outils, et que pour ça, il faut travailler et arrêter d'être sur il y a la COP dans 4 semaines, qu'est-ce qu'on fait comme COP alternative? Ça se fait pas en 4 mois, 4 semaines. Et donc pour moi, il y a vraiment du pain sur la planche, et qu'on ne peut pas juste se contenter de dire c'est trop tard, on est face à un mur, le bulldozer est en route. Oui, tout cela est vrai, mais je pense qu'il y a eu des moments aussi critiques dans l'histoire et qui ont quand même produit des points de bascule. Et en plus, on ne sait jamais où il va se produire. Et toutes les périodes de transformation radicale, on ne pouvait pas savoir que Mirabeau serait Mirabeau, avec tous les défauts de Mirabeau. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc, c'est que les gens ont des visions puristes. Donc ils pensent que celui qui va pouvoir agir sera un héros de pureté et un héros, quoi. Mais non, Mirabeau, c'est un noble vérolé, affreux sur le plan des mœurs, qui trahit en partie, etc. Et en même temps, il n'y aurait pas eu de Révolution française sans Mirabeau, parce qu'il a joué un rôle déterminant au moment des États généraux. Clisthène, il est d'abord en alliance avec les tyrans. Clisthène, c'est celui qui fait la réforme athénienne démocratique. Bon, il est d'une famille aristocratique, il est un peu en lien avec les tyrans, il change son fusil d'épaule à différents moments. On l'accuse d'être populiste, en fait. Quand vous avez mis la populace dans votre écurie, ça veut dire ça. Bon, ok, mais n'empêche que les institutions démocratiques, jusqu'à aujourd'hui, qu'il a fomentées, sont instructives. Et donc, je sais pas, c'est peut-être un type vérolé qui va nous sortir de l'ornière à un moment donné, en ayant la capacité à déplacer les choses, pourvu qu'on n'ait rien négligé. Voilà. Et que je pense qu'aujourd'hui, on a tellement peu de forces vives en termes de foi en l'impossible qu'on ne peut que négliger. Voilà. On n'a pas suffisamment de monde qui y croit. Et donc c'est un point déterminant. C'est-à-dire que je pense que malgré tout, pour faire en 2 ans le modèle World Free, ça veut dire qu'il y avait un engagement de chaque instant et une espérance démesurée. Alors, nous, on est dans la désespérance démesurée, mais pour remettre un peu d'espoir, c'est extrêmement difficile. Mais c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler. Oui, si je reviens à ta question initiale, à savoir pourquoi Bruno Le Maire, etc., ne jure que par la croissance. Mais, alors déjà, il y a un point, alors c'est un truisme, mais ça ne mange pas de pain de le rappeler, c'est que la politique de nos jours, c'est de la gestion économique, largement. Le reste, c'est soit un supplément d'âme, soit la 5e roue du carrosse, mais fondamentalement, c'est de la gestion économique. La deuxième chose, c'est il y a quand même un point majeur, en tout cas pour les pays occidentaux développés, c'est que la croissance, c'est le coût de maintien de la société, quoi. Sans croissance, la société telle qu'elle est ne vit plus. Pourquoi ? Parce que c'est une façon d'acheter la paix sociale. On touche pas aux revenus aux revenus capitalistes, et s'il n'y a pas assez de croissance, on peut pas faire que les gens qui sont pas des millionnaires vivent, tout en maintenant les profits capitalistiques. C'est aussi con que ça. Piketty l'a dit, si le taux de croissance est inférieur au taux de rémunération du capital, la richesse se transfère sur les riches. Ça aussi, c'est une constatation extrêmement simple d'un point de vue mathématique. Alors après, la justifier historiquement, c'est un autre problème. Mais, donc, le coût de maintien de la société, c'est ça. Donc si on veut revenir en arrière, ça veut dire que il faut désinstitutionnaliser tout ce qu'on a institutionnalisé à ce sujet. Et forcément, les gens qui sont aux manettes, ils sont à l'intérieur de cette façon de penser. Donc c'est pour ça qu'ils résistent. Après,
ils sont pas tous homogènes là-dedans. Si tu regardes les millionnaires et milliardaires, tu en as une partie qui disent on n'est pas assez taxé. Il y a une héritière là récemment qui disait je vais distribuer 90% de ma fortune, tirer des gens au sort pour qu'ils décident quel est le meilleur moyen de l'utiliser. Et puis c'est pas 3 euros. Et réciproquement, de l'autre, tu en as une partie qui fait sécession avec un imaginaire libertarien mais complètement fou. Donc les riches non plus sont pas homogènes. Sur cette histoire de coût de maintien de la société, ça a des conséquences considérables en termes de compétition. On est dans des régimes de compétition individuelle, pas seulement d'imiter le voisin, mais quand même. On est dans des régimes de compétition de multinationales. Une société qui ne croit pas, elle meurt, elle se fait bouffer. Et le moteur de ça, c'est pas forcément gagner plus d'argent, c'est avoir plus de pouvoir. On est aussi dans des régimes de compétition géopolitique majeure. On voit très bien actuellement la course aux ressources. Enfin, je veux dire, quel dirigeant de quel pays va dire bon, je réduis mon PIB? Aucun. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, il est bouffé. Regarde les pays africains, les ajustements structurels, ils savent ce que c'est et ça leur a fait très très mal. Je ne sais plus quel pays africain voulait instaurer une loi anti-tabac. Ils se sont fait traîner devant les tribunaux par Philippe Maurice, ils ont perdu et ça leur a coûté extrêmement cher. Ils ont dû y passer une partie de leurs programmes sociaux. Ça, c'est des réalités. Donc c'est ça aussi qui fait que, indépendamment du fait que ces gens-là sont totalement formatés pour penser comme ça, sortir de ces verrous, c'est pas du combat à la petite semaine. Et en même temps, ça c'est l'aspect... je veux dire, bloqué et désespérant de la situation. En même temps, je suis complètement d'accord avec Sophie. On ne sait pas quand sont les points de bascule. On ne sait jamais quand se produit un point de bascule. Autrement j'arrêterais de faire ce que je fais, quoi. J'irai à la pêche, je ferai de la musique, je ne sais pas quoi. Mais le blocage, il est très, très sévère actuellement. C'est marrant, juste, c'est une petite anecdote. J'écoutais une émission sur la vie de Lénine, récemment sur France Culture, et où il écrivait en janvier 17, je crois le 20 janvier 17 dans son carnet, qu'il n'y croyait absolument plus à la révolution, que vraiment c'était complètement fini, etc., et qu'il était désespéré. Et quelques jours plus tard, en février, bam, première révolution en Russie de 17, voilà, pour illustrer un peu cette idée du point de bascule. Oui, ou la chute du mur de Berlin, c'est un exemple que je prends souvent. Enfin, je veux dire, un mois avant, personne ne savait que rares étaient ceux qui pensaient que le mois d'après, le mur allait chuter. Qu'il y avait un pourrissement du système, ça c'était, je pense, à peu près évident. Mais savoir exactement quand ça tombe, t'en sais rien du tout. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que le rapport Meadows, il a été très fortement diffusé avec une croyance très forte dans ce qu'il fallait dire pour alerter. Hein, il y a eu des chansons, alerter les bébés. Bon, donc alerter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'interdit ou de retenue sur la possibilité de formuler un projet. Et donc, avant même qu'il ait eu le temps de s'élaborer, il y a quelqu'un qui va dire « mais ça, c'est pas possible, mais ça, c'est pas possible ». Et donc, on va constamment mettre en évidence les obstacles et ne jamais considérer que, justement, la pensée humaine, scientifique ou pas d'ailleurs, vise à contourner les obstacles et à inventer les choses au fur et à mesure que les obstacles sont présents. Et il me semble que là, il y a quelque chose où il faut retrouver quelque chose qui a à voir avec le désir de refaire sérieusement de la politique. Quand je dis sérieusement de la politique, ça veut dire pas chercher juste à avoir une place au Parlement qui soit européen, qui soit... l'Assemblée nationale. Voilà. Mais d'avoir vraiment des nouvelles théories à proposer en adéquation avec notre situation historique, ce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment des tout petits bouts parcellisés, des conceptions de ce qu'est le tort, de ce qu'est la démocratie. Il y a un certain nombre de choses, mais de gens qui se sont attelés à dire nos théories sont en partie obsolètes ou elles sont inefficientes pour le bien-être commun, ou etc. Il y a très peu de gens qui s'y attellent sérieusement. Et quand vous dites que c'est votre ambition, la réponse du CNRS, c'est quel est votre terrain, quelle est votre méthode? Alors,
Je lui dis bon, ok, donc c'est revenez à quelque chose qu'on puisse juger, évaluer, qui est un confetti sur lequel vous allez appliquer la bonne méthode qui a été considérée comme la bonne, etc. Donc il y a aussi une absence d'ambition scientifique aujourd'hui, du côté des sciences humaines et sociales et du côté des sciences dures, à agir sur le monde. Et pour agir sur le monde, nous, on ne va pas, avec nos petits bras, devenir des acteurs politiques majeurs, c'est pas vrai. Mais par contre, on peut quand même fournir des choses un peu plus consistantes, que ce qu'on fournit aujourd'hui. C'est très peu consistant. Enfin, moi, mes collègues vont trouver que je suis quand même très méchante et très... mais je trouve ça très peu consistant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça nous aide à pouvoir prendre des positions sérieuses sur des choses cruciales. D'ailleurs, quels que soient les sujets, hein, il n'y a pas que l'écologie qui est un problème majeur aujourd'hui. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi à réclamer plus d'ambition. Et une ambition pour la vie, et pas une ambition pour, je dirais, une position que défensive. C'est-à-dire qu'il y a l'ambition, ça veut dire qu'on soit ceux qui agissent et c'est les autres qui vont se positionner. Et c'est un point important. Et là, en fait, le rapport Meadows, avec ses scénarios, c'est un peu ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il propose différents scénarios, et il s'agit de se positionner et de dire... est-ce que vous voulez ce scénario-là? Est-ce que vous voulez celui-là? Essayer d'entendre les conséquences. Et même si ça n'a pas fonctionné au bout du compte avec les effets de la fin des années 70, effectivement quand même de cette emprise encore plus forte qu'elle n'était auparavant de l'économicisme sur l'ensemble des décisions prises à l'échelle de la planète, eh bien, je pense qu'il y a quand même des choses à reprendre de ce côté-là dans le caractère ambitieux. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait un petit peu penser alors tu me corrigeras si je me trompe, mais aux écrits de Eric Olin Wright dans Utopie réelle, le sociologue américain, qui justement fait une critique notamment du marxisme et de la théorie marxiste justement, qui explique que de toute façon le capitalisme va s'effondrer, va dépérir, et qui a vraisemblablement une difficulté aujourd'hui pour les scientifiques en sciences sociales à penser en fait des théories un petit peu pas futuristes, mais en tout cas qui permettent de se projeter dans le futur. Et je ne sais pas si en fait le fait que ces théories-là se soient avérées en fait fausses ou ne se soient pas réalisées pourrait peut-être expliquer ou non le souci ou la difficulté en tout cas à avoir des sortes de prédictions qui nous amèneraient vers des grands récits un peu pas planificateurs, mais... Je ne sais pas s'il faut refabriquer des grands récits, parce que les grands récits, c'est la question mythique. On en a sans doute besoin pour avoir du courage, mais je pense qu'on a besoin de choses explicatives. Et quand je parle d'ambition scientifique, c'est justement en tant que on ne pourra pas simplement se reposer sur des mythes. Moi, c'est une tentation que j'ai régulière. Bon, on n'y arrive plus, là, la science est en miettes, écrivons des romans, ce sera plus efficace. Peut-être que je vais le faire, l'un n'empêche pas l'autre de toute façon, même si le temps lui-même est un peu fini quand même. Mais ça suffira pas, les romans. Il faut à un moment donné avoir aussi des choses consistantes du point de vue de la butée du réel. Et que de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un manque d'ambition. Voilà. Que les sciences sociales aujourd'hui décrivent le monde à l'échelle 1, vont être capables de décrire chaque moment de l'effondrement, mais ne vont jamais produire, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, une capacité à le contrer. Et pour moi, il faut avoir cette ambition, et qu'il y a quelque chose d'exemplaire dans cette période où l'ambition était quand même encore celle de l'après-guerre, et de développer des puissances de vie pour la Terre et l'humanité. Et quand même, je pense que ça, c'est un discours qui est un point important, qui peut quand même trouver des relais, y compris en termes de croissance. Penser, dans la croissance, il y a bien sûr les revenus du secteur productif, au sens fort du terme, mais il y a aussi les revenus de la circulation des biens au sein du secteur tertiaire. Et de l'éducation et de la santé.
Et donc, on peut très bien affirmer qu'on va changer les modalités de la croissance. Et donc, du coup, réconcilier l'imaginaire de la croissance telle qu'elle pouvait être défendue, mettons, par le PC quand ils veulent pas du rapport Meadows, parce qu'ils comprennent pas, alors que c'est dans le rapport, mais ils l'ont sans doute pas lu, que la baisse des rendements productifs produit effectivement une baisse de l'état social, et que si on ne fait pas attention à ces limites, l'état social ça prend en premier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et que quand l'état social n'est plus là pour protéger la vie, alors la guerre est à nouveau possible, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, les deux choses étaient dans le rapport Meadows. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à réinsister sur l'idée possible d'un progrès qui prend d'autres formes. Et que produire cette conception-là, ça suppose effectivement une certaine conception de l'humanisme et une certaine conception de l'écologie. Une écologie qui ne serait pas disjointe de cette question humaniste, parce que la manière dont parfois le discours écologiste s'est autonomisé de la question humaniste, en fait, fait qu'elle n'a pas prise sur des secteurs entiers qui, de toute façon, sont laissés pour compte par cette écologie. Les plus pauvres, les plus démunis, certains Suds, ceux qui n'ont pas connu la croissance de la période fordiste, etc. Donc il y a bien quelque chose à prendre en compte et qui suppose un nouveau modèle d'écologie politique et d'économie politique, reposant sur l'écologie et l'humanisme. Et que de ce point de vue-là, tout est à faire. Mais en même temps, c'est passionnant. Et donc là, même dans l'équipe STIP, là, on vient de faire une petite enquête interne. La plupart des étudiants disent au moins ne pas nuire. Bon, c'est bien ne pas nuire, c'est-à-dire ne pas en ajouter sur la situation désastreuse, etc. Mais je pense que ce serait bien que la génération suivante ait quelque chose de plus positif, c'est-à-dire pas simplement ne pas nuire, mais essayer de corriger le tir. Et corriger le tir, pas pour nous, parce que pour nous c'est râpé, il faut être honnête, mais au moins pour ceux qui viendront. Et que c'est quand même la responsabilité de cette génération historique. Moi, ce que je dédie de ça et du rapport Meadows, c'est il ne faut pas se tromper de cible. Que ça soit dans l'analyse des perspectives historiques ou dans l'analyse de l'action au jour le jour, et de toute façon, les deux ne peuvent pas être décorrélés, face à la situation actuelle, il ne faut pas se tromper de cible. Et pour moi, l'échec partiel de cette histoire de matérialisme dialectique, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire d'autre en compréhension totalisante de l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de démission là actuellement, et moi je trouve ça effarant. Bon, je suis désolé, c'était un peu bordélique parce que j'ai réfléchi à ça. T'inquiète, non, c'est. En tout cas, de toute façon, là, ça fait un peu plus d'1h40 qu'on discute tous les trois. Ce que je vous propose peut-être, c'est un dernier mot, si voilà, quelque chose que vous voudriez ajouter. Commence par toi, Pierre-Yves, et on finira par Sophie. Je pense que j'ai peur de me redire, de me répéter. D'un côté, ce que dit le rapport Meadows, c'est que il y a des tendances qui sont inscrites dans les structures et auxquelles on n'échappe pas si facilement que ça. Réciproquement, le fait d'en mettre en évidence que les tendances sont inscrites dans les structures, ça montre sur quoi il faut appuyer, où il faut agir. Alors, après, on peut agir directement ou indirectement, c'est-à-dire des fois affronter le truc de front. Je disais tout à l'heure, on a un front d'opposition économique et politique qui est inscrit de façon très très forte dans les institutions, au moins dans le monde développé, puis de toute façon c'est en train de se propager à l'ensemble de la planète, qui fait qu'attaquer ça de front, je pense qu'on s'épuise. Mais réciproquement, en creux, je pense que ça indique où on peut agir, où sont les interstices qu'on peut écarter. Alors, il y a des tas de... Il y a des chantiers évidents à ce sujet. Un des chantiers évidents, c'est on fait comment pour sortir de l'esclavage par la dette.
Tout le monde est endetté jusqu'au cou. Et c'est systémique en sens où la monnaie et le crédit sont faits pour ça. Et l'histoire de l'esclavage par la dette, c'est vieux comme le monde. On en a une forme moderne différente. Il y a plein de façons d'essayer de sortir de l'esclavage par la dette. Un autre interstice, mais c'est un peu le même. C'est-à-dire, à partir du moment où on sort de l'esclavage par la dette, on sort aussi de l'esclavage du travail sans fin. Donc, où sont les leviers, là ? Il y en a un certain nombre qui sont sur la table, prenons-les sérieusement. Enfin, je ne sais pas si on peut... C'est peut-être un peu tard pour discuter de quels leviers on peut, sur lesquels on peut vraiment agir, mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que essayer d'attaquer de front ou d'attaquer ou de pseudo-attaquer, c'est-à-dire de faire des manifs, quoi. Les manifs, ça ne sert plus à rien. On voit bien, plus personne bouge. C'est pas le bon mode d'action. Donc moi, c'est ça que je retire du rapport Meadows et de la situation actuelle. Il y a des évolutions très très lourdes et les attaquer frontalement, on s'épuise. Par contre, il y a des interstices et là, on peut avoir des marges de manœuvre. Je pense qu'il y a le cinquantenaire là où Denis Meadows a été interrogé, il disait qu'il fallait pas réutiliser ce mot de décroissance parce que personne ne voulait que ça donnait trop le sentiment de régression. Et donc, il fallait trouver autre chose. Et je pense qu'il faut effectivement entendre sa propre critique, au sens où il faut être attentif aux mots qu'on utilise. Et je vois que nos adversaires savent le faire. Quand ils parlent de croissance verte, ils utilisent vert pour... simplement habiller une autre la poursuite du capitalisme avec d'autres possibilités de rendement. Il faut qu'on se pose la question de quels sont les mots qu'on utilise, est-ce qu'ils sont efficients, comment on agrège des groupes, comment on agrège des questions, et qu'on accepte l'idée qu'on a à inventer effectivement un monde autre qui devra en plus supporter toutes les défaillances du précédent. Et donc on est dans une situation très difficile, hein, c'est-à-dire que les autres évolutions, elles sont quand même en période de prospérité. On a beau dire et beau faire, bien sûr, il y a des moments de disette avant 89, etc., qui font détonateur, mais c'était quand même un trend de prospérité. Les grandes grèves qui gagnent les partis dans l'histoire du 19e siècle, c'est sur des moments de prospérité, c'est pas sur des moments de difficulté. Et donc là, on est face à une situation qui est à double contrainte. Donc le travail est énorme, et je comprends que ça puisse paraître trop important, mais je crois qu'il faut redonner du courage aux générations qui se forment. Parce que finalement, ça va reposer sur elles, et c'est elles qui vont avoir à vivre les choses les plus difficiles. Merci beaucoup à tous les deux, et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous.